Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée. Alors je retravaille un petit peu mon backlog, donc les choses qui m'ont été laissées un peu de côté et que j'ai pas eu trop la chance de toucher jusqu'ici, avec un supplément qui est sorti début décembre, qui s'appelle Imperium, donc c'est pour Imperium Edictum. On rappelle, c'est la gamme Warhammer 40 000 qui a été refaite en interne chez Cubicle 7 pour essayer justement de faire des gens un peu plus à la Warhammer Fantasy, donc des choses plus simples, des personnages qui sont moins puissants, par rapport à Wrath and Glory, qui était un travail essentiellement fait du côté de chez Ulysse Spiel, qui est beaucoup plus action, on peut jouer des Space Marines, là c'est pas du tout le cas. Et donc ils ont une espèce de théorie qui est pas bête en fait au niveau du découpage de la gamme, à savoir qu'on vous donne donc un livre de base, un écran, une boîte d'initiation, des scénarios, et à côté en fait pour essayer de combler un peu le cœur du problème de générer de l'argent d'une gamme, l'un des moyens les plus simples que Donjon nous a appris, c'est de faire des suppléments au fur et à mesure pour chacune des classes que vous incarnez. Donc il y a un équivalent dans Imperium Maledictum qui n'est pas vraiment des classes, mais qui est l'affiliation de votre personnage à un certain ordre. Grosso modo, on rappelle, Imperium Maledictum se passe dans le Macarian Sector, donc un secteur qui a été reconquis assez récemment par des forces, par des rogue traders. Et les rogue traders, peu à peu, ont réussi à réinstaller sur ce secteur différentes factions. Il y a des mondes qui ont été réappropriés, des ruches, qui est l'essentiel de là où on joue, qui s'appelle le vol notamment, mais il y a d'autres types de planètes. Il y a des planètes forges, où on fabrique des choses, il y a des endroits qui sont honnis par l'empereur Dieu. J'en passe et des meilleurs. Et donc l'idée, c'est que vous allez incarner sous l'ombre d'un puissant mécène. Vos joueurs vont devoir résoudre des enquêtes pour le compte de ce mécène-là, qui est quelqu'un d'extrêmement puissant. Donc ça peut être un inquisiteur, ça peut être un rogue trader, ça peut être quelqu'un de très haut placé dans l'administration de l'impérium, ou un colonel de la garde militaire, de la garde impériale. Et donc l'idée, c'est qu'après, au niveau des suppléments, on dit bon bah votre personnage est défini selon des stats, selon un profil, donc plutôt orienté, est-ce que vous êtes un combattant, est-ce que vous êtes un social, ce qui n'est pas bête. Et après, vous avez vraiment votre carrière, entre parenthèses, qui va être le type de personnage que vous êtes dans la grande tradition Warhammer. Donc on peut avoir, grosso modo, est-ce que vous êtes un psyker, est-ce que vous êtes un inquisiteur, est-ce que vous êtes un gangster, est-ce que vous faites partie de l'administration, et ainsi de suite. Évidemment, vous n'êtes pas censé jouer des mecs extrêmement puissants, puisque vous êtes les petites mains, concrètement, de l'Empire qui bossent pour un mec très balèze. Et donc, ce qu'ils ont dit, c'est dit, bah, ok, il y a à peu près 4-5 factions, grosses factions dans le jeu, on va faire un bouquin de MJ et un bouquin de PJ à chaque fois pour ces livres-là. C'est un système qui a été repris, donc évidemment, ça permet de dédoubler l'argent et les livres qui sont faits, mais d'un autre côté, ça permet aussi pour un MJ qui a pas envie de s'embêter, de dire à un joueur qui lui est très intéressé par justement plus d'options pour jouer son inquisiteur ou autre, il dit bah, très bien, t'achètes le bouquin et t'as tout ce qu'il faut dedans. Donc ils ont déjà fait le premier, c'est un système qui va être repris par Warhammer Fantasy, le jeu de rôle notamment avec les elfes et les nains, même si à titre personnel, je crois que c'est vraiment pas une bonne. Autant pour. On va voir ça tout de suite, mais pour Warhammer 40 000, ça s'explique plus que pour Warhammer Standard, où le fait d'avoir. Pour Warhammer Standard, en fait, c'est une race supplémentaire qui est quand même assez rare en général, les elfes et les nains. Donc je vois pas trop l'intérêt. Je pense qu'ils auraient dû faire une approche plus pertinente euh, comme Imperium Editum, où là, c'est pas vraiment des races en fait, c'est l'historique de votre personnage, c'est la carrière de votre personnage, et ça, tout le monde en a une. Et elles sont à peu près réparties de la même manière. Donc ça aurait été pertinent, par exemple, je dis n'importe quoi, de faire un livre joueur et un livre MJ pour les prêtres, un livre joueur, un livre MJ pour les guerriers, un livre, et ainsi de suite. Et là, je pense qu'il y aurait vraiment eu du grain à moudre. Les joueurs comme les MJ auraient pu s'en sortir sans que MJ ait à tout acheter côté Warhammer. Et je trouve que ça tombe un peu le côté guide du joueur, guide du maître pour Warhammer classique, juste pour les elfes et les nains, tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et c'est vraiment un effort juste de faire du fric et de recopier quelque chose qui marche dans Imperium Edictum, mais on va voir tout de suite pourquoi ça marche. Donc, sans transition, enfin, on arrive, donc on est sur les technoprêtres, les Deputes Mechanicus, qui sont, on rappelle, des mecs qui vivent sur Mars, qui sont à la fois chargés enfin, qui vénèrent un dieu machine qui est autorisé plus ou moins ou vu par certains comme un avatar du empereur, et c'est eux qui sont responsables de bricoler, réparer, fortifier toutes les machines existantes. Toutefois,
On est dans Warhammer 40 000, c'est un futur sombre et terrible, ce qui veut dire qu'en fait, ils n'ont pas le droit de créer une nouvelle machine, ils peuvent qu'entretenir ce qui existe. Et s'ils fabriquent des choses, c'est uniquement sur des modèles et des plans qui ont été validés il y a très très longtemps par l'Adeptus Mechanicus, qui fait double, en fait, qui est à la fois donc, un culte, voué au dieu de la machine, et de l'autre côté, évidemment, tout un ordre de mécaniciens, de réparateurs qui sont extrêmement importants pour l'Empire d'Homme. Tous les vaisseaux sont faits par eux, toute la technologie quasiment est archivée ou prise sous le regard, et évidemment, beaucoup de gens froncent les sourcils parce qu'ils ont aussi toute une espèce de psychologie qui est de se débarrasser que la chair est faible, donc ils veulent se débarrasser au maximum de leur chair pour remplacer par des implants ou, comme vous voyez sur la couverture, à être quasiment le plus cybernétique possible. Et ça fait tiquer beaucoup de gens. Ils ont évidemment un code moral qui est très particulier et qui fait flipper encore plus de gens. Donc c'est une sorte c'est vraiment des gens qui sont indispensables à l'Empire, mais qui, pour les gens de l'extérieur, ça paraît complètement glacial et assez flippant. Mais c'est vraiment l'un des trucs les plus rigolos en fait, de l'Empire de Warhammer, où on a une espèce de... Pour éviter des techno-geeks qui se mettent qui vouent un culte à la grande machine, qui se mettent des implants cybernétiques. Donc là, ils ont sorti le guide du joueur qui se vend très très bien. Ça fait un mois qu'il est sorti, il est toujours, je crois, deuxième ou troisième des ventes sur DriveThru RPG. Comme vous le voyez, il y a un gros liseré blanc au milieu, puisque c'est une copie que j'ai eue pour test, hein, enfin pour une critique, mais il s'avère qu'en fait, on n'a jamais reçu. À mon avis, c'est pas de sa faute, le type de Cubicle 7 est sous l'eau. Il m'avait promis, je lui ai dit, c'est peut-être mieux quand même que je ne montre pas un truc avec un liseré de bêta test. Et en fait, il devait m'envoyer un truc officiel, il n'y a plus de NDA, donc je me dis, bon, tant pis. Donc, partez du principe que c'est pas le vrai bouquin, qu'il y a des changements qui sont faits. Et c'est un des gros problèmes sur lequel je ne vais pas m'apesantir, mais c'est le gros problème du bouquin, évidemment, c'est qu'il n'y a eu aucune relecture. En écumant les Discord anglais qui sont dédiés à Imperial Magic 2 mais qui sont dédiés à Warhammer, on s'aperçoit que les règles ne marchent pas, c'est-à-dire que pour l'instant, tout ce qui est niveau stats est buggé. Et c'est un vrai problème, puisqu'évidemment, si vous achetez, si vous achetez un livre pour augmenter les options que vous avez en tant que joueur et que les options sont pétées, vous allez un peu tirer la tronche et ça se comprend. Donc j'espère qu'ils sont en train de bosser dessus, qu'ils vont changer ça. Souvent, il y a un petit cooldown de quelques mois entre la sortie du PDF et la sortie livre. On a eu quand même quelques mauvaises surprises, on va pas se mentir, j'ai des souvenirs de certaines archives de Warhammer qui n'étaient pas ouf, mais avec un peu de chance, ça va se stabiliser, c'est tout ce que je leur souhaite. Mais partez vraiment du principe que si vous achetez ce livre, le livre pour l'instant en l'état manque beaucoup d'errata, il y a énormément de critiques là-dessus, et c'est le gros point noir, c'est essentiel, et je le dis même avant de parler du livre, donc c'est que c'est vraiment important. Attention, si vous achetez ce livre, en l'état, là, tout de suite, il n'est pas utilisable pour tout le côté statistique, pour les objets et compagnie. Il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. C'est très très important et c'est évidemment une tare monstrueuse de la part de Cubicle 7 qui, encore une fois, a des gros soucis de relecture. Et je pense qu'il y a des gros soucis de ressources puisque entre le moment où j'ai reçu le bouquin et la sortie de la boîte d'initiation de Warhammer The Old World, on s'aperçoit que par contre Warhammer The Old World est beaucoup mieux foutu, cadré, propre au niveau de sa relecture, donc peut-être que c'est une question de ressources. Donc après ce long passage qui me semblait très important quand même, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je rappelle que c'est une copie qui m'a été fournie par Cubicle 7 et que donc j'ai quand même une certaine relation avec eux, je préférerais être clair avec ça. Donc les crédits, ça je vais m'abstenir. Le pitch est essentiellement le même, parce que c'est pas le premier diptyque qui sort, hein. Avant il y a eu quand même celui des Inquisiteurs. Donc on va avoir une grande présentation du culte, enfin donc des technoprêtres, du culte de la machine, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils sont organisés, quelles sont leurs différentes factions. Ensuite, on va avoir quelques patrons qui vous être donnés, donc des patrons spécifiques pour tous vos joueurs. Donc ça, c'est plutôt cool en fait, c'est que même si vous achetez un bouquin individuel pour les joueurs, ça va servir pour l'ensemble du groupe. Ça, je trouve ça plutôt stylé. Ensuite, on a à proprement parler les adeptes de l'Ordo Adeptus Mechanicus, où on vous donne vraiment des options de jeu supplémentaires. Donc à la fois sur les personnages qui peuvent être ajoutés, des nouvelles factions et leur présence au sein du Mechanicus, enfin pardon, au sein du secteur où vous allez jouer. Après, bon, un peu c'est du classique. Les compétences en plus qui sont ajoutées, les équipements, des véhicules, des familiers. Donc ça c'est toujours rigolo, c'est qu'ils ont toujours avec eux des servbots ou des robots chiens. Donc c'est assez fun.
les rituels binariques, donc les rituels binaires en fait, qui sont c'est assez chouette, c'est des éléments plutôt de jeu pour vous aider à rendre votre personnage vraiment quelque part un cultiste, avec des sortes de rites qui n'ont pas forcément d'impact en termes mécaniques, mais qui donnent de la coloration évidemment à votre personnage, ainsi que l'accès à la nosphère. La nosphère, c'est l'internet, hein, pour aller vite. Et en gros, et la fin, le dernier chapitre, c'est les endeavors, donc ce que vous pouvez faire entre les missions, donc à savoir améliorer retirer la chair et mettre des éléments cybernétiques, ou alors faire des recherches, prier le dieu machine, j'en passe des meilleurs, et on finit par les stats avec l'index qui des fois manque. Donc le culte Mechanicus, je pense que vous connaissez mieux Warhammer 40 000 que moi, on rappelle, c'est un ordre de religieux qui vénèrent les machines. Leur culte était établi sur Mars. Il y a eu des bisbilles pendant très longtemps, au tout début de l'Empire, et en fait il y a un deal qui a été passé entre l'Empereur Dieu, puis donc après ses forces, l'Empire de l'Humanité et le culte de Mars, pour dire très bien les gars, vous faites très attention à ce que vous faites, vous êtes indispensable à notre entreprise pour propulser les vaisseaux dans l'espace, pour pouvoir explorer en fait tout le monde connu et protéger évidemment l'humanité des xénos, du chaos et de tout ça. Donc on vous laisse faire un peu votre culte bizarre, mais vous restez propre, vous évitez la corruption, vous avez des règles très précises, et mine de rien, nonobstant quelques hérésies, le culte s'est plutôt bien affranchi de son deal qu'il a eu avec l'Empire, en devenant quasiment l'un des piliers très importants de cet empire, notamment donc au-delà de la construction des machines, de l'entretien, des améliorations cybernétiques. Ils ont aussi des légions en gros, pas des Space Marines, mais ils ont leurs propres troupes militaires qui s'appellent les Skitarii, qui sont une espèce je ne peux pas dire des Terminators, mais des mecs fortement arrangés. Donc on a les différents piliers sur concrètement, qu'est-ce que ça signifie être dans le culte, avec l'Omnitia, donc qui est un peu l'espèce de divinité qui est suivie par le culte, les esprits des machines, donc ils ont tous l'impression, à Ghost in the Shell, qu'il y a des esprits qui sont dans les machines, qu'il faut faire extrêmement attention quand on communique avec eux, parce qu'en plus il y a certaines machines qui sont corrompues par le chaos, ou qui pourraient amener des connaissances hérétiques, et ces connaissances hérétiques mettraient à mal, parce qu'en gros, si vous commencez, l'un des préceptes, c'est que vous n'avez pas le droit normalement de fabriquer des nouveaux objets sans des patrons divins, sans un des plans divins, ou anciennes, certaines anciennes mécaniques ou robots ou autres que vous pouvez trouver de l'ancien temps, si elles ne correspondent pas vraiment à ce qui est attendu par la bonne doctrine de la Datus Mechanicus, vous êtes aussi taxé d'hérésie. Donc il faut faire assez attention. Donc évidemment, c'est un gros pastiche qui est très rigolo, où ils mettent des gouttes d'huile sacrée dans les robots. Il y a le noosphère, qui est une sorte de vieil Internet. Il y a toujours cette espèce de recherche sans arrêt du savoir qui a été perdu auparavant, mais tout en essayant de ne pas glisser dans la techno-hérésie. Il y a tout un pan que vous pouvez voir là en bas à droite des différentes règles qui ont été édictées par le culte de Mars, qui doivent être suivies notamment la chair est faible, la vie c'est juste du mouvement, c'est assez cool, et les différents avertissements en fait, divins à suivre pour éviter de tomber dans l'hérésie. L'essentiel de ces éléments sont repris évidemment de tout le codex, des codex et du fluff, de la longue histoire de Warhammer 40 000, de jeux de figurines, mais ça fait pas de mal en fait de repiquer ça avec les différentes, donc les prêtres, les artisans, les gens qui travaillent sur le côté génétique, donc pour aider notamment à la création des Space Marines, les logistes qui sont des mantas, pour aller vite comme dans Dune, les magistères, et leur présence dans le secteur Macarian, qui est présentement l'endroit où on va jouer, hein. Donc on a l'historique avec évidemment Mars, qui est la planète cœur de ce culte, et les différentes personnes qui vont au sein du Macayan Sector, si je dis pas de bêtises, être les forces motrices. Donc en gros, vous avez trois super mecs, enfin trois personnes hyper balèzes, en grosso modo, qui sont les très très grands prêtres, avec leurs aspirations, avec leurs demandes pour donner un peu de coloration à tout ce beau monde. Et après, on va avoir aussi c'est ça qui est vraiment très très bien en fait, c'est que la grande force de ces bouquins-là, par rapport aux bouquins des elfes ou des guerriers qu'on a dans Warhammer Fantasy, c'est que ici, ces personnes sont, enfin, toute l'attirail qu'on vous donne de fluff, d'historique, de connaissances est liée à l'endroit où vous jouez.
C'est pas juste, parce qu'ils auraient pu vous faire l'inventaire de tout ce qu'il y a sur Mars, par exemple, mais ça n'aurait aucun intérêt puisque vous jouez pas sur Mars qui est à l'autre bout de l'univers, mais vous jouez dans le secteur Macarian, et donc à partir de là, bah, qu'est-ce qui sera accessible à votre personnage, quelles sont les différentes sectes qui vont exister, les cultes, au sein même du secteur Macarian. Donc ça, je trouve ça vraiment assez pertinent, et c'est quand même très très propre. Évidemment, après, vous n'êtes pas tout seul, ça c'est aussi un truc qui est super important, c'est on n'est pas dans un vacuum, donc dans le vide, comme disent les Américains. On va agir souvent dans votre groupe de personnages. Vous allez voir, si vous jouez un technoprêtre, bah, vous allez avoir un psyker, vous allez avoir un mec de la garde, vous allez avoir un type de la garde impériale, vous allez avoir peut-être un inquisiteur. Et donc là, on vous explique les relations qu'ils ont des deux côtés, donc comment est-ce que les technoprêtres voient les autres factions et comment les factions les voient. Et c'est vraiment cool. Enfin, il y a des trucs assez pertinents, intelligents. Par exemple, les infractionnistes, donc les mafieux. On vous dit, bah, techniquement, ils n'ont aucune relation parce que pour aller très très vite, les technoprêtres restent dans leur bulle, mais en fait, concrètement, ils ont besoin de ces types-là parce qu'ils ont énormément besoin de récupérer bah, tout le temps des reliques ou des artefacts. Et des fois, il faut les voler, il faut payer. Que par exemple avec les rogue traders, c'est pareil. En fait, ils sont super contents, la symbiose est totale, puisque les rogue traders sont super heureux d'avoir quelqu'un qui peut réparer leur vaisseau, et que d'un autre côté, le technoprète n'a qu'une seule envie, en fait, c'est de partir sur un vaisseau pour aller au bout de l'univers, pour trouver des nouvelles planètes, où la technologie n'a jamais été bah, étudiée avant. Donc c'est vraiment chouette, et il y a un gros lexique, lexique qui est donné sur les différents éléments que vous pourrez trouver par rapport au fait de jouer en fait, un technoprêt, donc avec la flotte qu'ils ont, les cantes Mechanicus, donc qui sont leurs quantiques, toutes les choses qui sont donc les mondes forges, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, les serviteurs, la noosphère. C'est vraiment plutôt cool, hein. Les patrons, donc on vous donne des patrons un petit peu supplémentaires, c'est assez rigolo. C'est marrant, au niveau des illustrations, ils alternent entre le noir et la couleur. Donc c'est plutôt... Parce que je sais qu'à une époque, Warhammer, c'était uniquement des illustrations de couleur, et puis après, ils sont un peu passés en mode noir et blanc. Donc là, on va retrouver quelques colorations avec deux, trois personnes qui ont été, donc par exemple un constructeur, un type qui fait partie des logis, donc un analyste, et à chaque fois, on vous donne donc, tous les profils existants concrètement qui reflètent les grandes sectes préexistantes au sein de l'ordre qui vénère l'Omnitia, donc avec notamment un maître des Skitarii, un Dominus, et à chaque fois, en fait, on vous donne des avantages et des défauts qui sont propres, supplémentaires, qui ont été créés juste pour ces PNJ, en fait, qui vous sont offerts comme mécènes. Il y en a qui sont très très beaux, donc évidemment, puisque c'est des technoprêtres, ils peuvent vous filer du matos de malade mental, ils peuvent vous améliorer physiquement, mais d'un autre côté, ils ont des corps qui ont des défauts qui sont très marrants, notamment il y en a un, il a tendance à aller récupérer des cadavres à droite à gauche, et il fait pas très attention sur ses sujets de tête, donc des fois il pique des gens qui ne devraient pas piquer, ce qui fait que tout le monde est vraiment mal à l'aise avec votre patron, parce qu'il passe son temps à subtiliser à voler des gens dans la rue, enfin dans les rues, c'est assez dingue, mais c'est très très marrant, et plutôt bien foutu avec le type de personnage que vous jouez. Donc ensuite on arrive, on va avoir des règles supplémentaires évidemment, donc sur notamment les origines, donc est-ce que vous venez de certains mondes forges. Il y a une description, il y en a plein de différents, ce qui vous permet vraiment, on est sur quasiment 4 pages. Les avantages de la faction, donc avec les bonus, rappelez-vous en fait quand votre personnage évolue au sein de sa faction dans le jeu, il gagne des bons points pour aller vite, et ces bons points prennent l'apparence d'éléments supplémentaires pour votre personnage. Donc par exemple, en gros, c'est votre chemin de carrière. Donc, est-ce que vous êtes Skitari? Est-ce que vous êtes un mago? Est-ce que vous êtes plutôt un logi? Et à chaque fois, ça vous donne ce que vous allez avoir comme augmentation, caractéristique. Donc c'est des micro-carrières hein, pour aller vite. Ils ajoutent quelques trucs comme les électropristes, l'engineer, donc je sais pas trop comment traduire, c'est des jeux de mots toujours un petit peu entre bah, un prêtre et un mécanicien, un technicien. Il y en a quelques, il reste assez sobre en fait parce qu'ils en ajoutent que 4, vu qu'à chaque fois vous allez quand même, il faut ajouter des compétences, des talents supplémentaires. Mais c'est plutôt quand même sympa de mettre la coloration, et il y a un truc qui est très malin aussi, c'est qu'au début ils vous récapépètent la manière en fait de créer un perso. Donc ça, je trouve c'est quand même plutôt bienvenu pour pas aller se rebouffer le bouquin de base, qu'on vous redonne les steps à chaque fois. Les nouvelles compétences qui en découlent, donc notamment bah, la langue des Cantes qui permet de parler le langage des machines, plein de choses qui sont décrites en fait par rapport au nouveau, bah, par exemple si vous jouez avec Tropriste, quels sont les nouveaux talents qu'il a.
j'en passe des meilleurs. L'équipement, c'est là où ça fait très très mal, comme je disais, les statistiques sont pas du tout à jour, c'est complètement pété. Il y a des choses où des fois, en fait, vous prenez une arme, l'arme est moins intéressante que l'arme que vous aviez avant, alors que c'est censé être un truc extrêmement rare et valorisé. Ils sont... ils n'ont pas fait du bon boulot, en fait. On peut rien dire d'autre. C'est assez triste parce que le bouquin est très solide, hein, comme vous le voyez, c'est quand même... il y a à boire à manger. On est sur un bouquin qui fait 160 pages. C'est assez rare de le dire parce qu'ils sont quand même très volumineux. Et c'est plutôt bien pour les joueurs qui n'aient pas l'impression de payer pour rien concrètement. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'armes, évidemment les servoskulls qui sont présents, tous les bras mécaniques que vous pouvez avoir, tous les outils pour faire votre personnage qui ajoute vraiment le côté complètement fou et frankensteinien de l'Adeptus Mechanicus. Les augmentations cybernétiques, évidemment, et quelques objets que vous pouvez utiliser qui sont plus des reliques enfin en tout cas des upgrades assez violents qui sont décrits en long et large en travail. Il y a quand même 6 ou 7, 8 pages. On n'est pas au niveau de Shadowrun, mais on s'en rapproche quand même. Évidemment, c'est très important puisque c'est le cœur de ces personnages-là, c'est qu'ils veulent refouler la chair pour ajouter des améliorations cybernétiques. Et finalement, c'est normal qu'on ait toute une palanquée d'objets comme ça. Les véhicules, je suis un peu moins friand, c'est sympa, mais pour moi c'est plus pour le MJ, c'est-à-dire que passer les règles rajoutées pour la réparation d'objets, on va avoir toute une suite d'objets complètement farfelus, des véhicules qui, on va pas se mentir, je suis pas sûr que vous les sortiez si vraiment vous jouez Imperium Aedictum tel qu'il est dit dans les règles, à savoir jouer des agents pour un mécène qui sont des moins que rien dans l'Empire, je pense pas que vous aurez accès à des Dune Crawlers, à des Iron Strider, même bon, ça c'est plutôt, encore une fois, pour appâter le MJ ou appâter les gros bills, mais je vois pas trop l'intérêt de mettre des stats de tank dans un truc pour, pour joueurs, hein, simplement. Plus rigolo les familiers, parce que là les familiers on peut les construire sur un long temps, à bosser ça peut être un objectif à long terme, donc c'est très très rigolo, il y a des chiens, il y a des trucs complètement débiles et farfelus, vous pouvez fabriquer des castellans de robots qui sont des espèces d'espèces de grosses machines de guerre qui servent à rien parce qu'elles sont très grosses. Enfin, c'est un peu je sais pas, ça crée un parallèle évidemment avec le chapitre sur les, les véhicules, enfin avec les véhicules, mais là on se dit à la limite, moi je vois bien un personnage qui est technopriste, bossait pendant 6 ans sur son espèce de foutu tank et tous les autres joueurs qui se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puis un jour durant un scénario il le sort et là c'est la catastrophe parce que son truc passe partout, il est buggé, il casse tout, enfin c'est assez marrant. Et ils peuvent avoir évidemment des humains qui sont upgradés, mais ça je pense que c'est quand vous êtes à un certain niveau. Très chouette, donc les binary rites, donc les rites binary, donc espèce de liturgie d'incantation, des cantiques binaires à la gloire des grandes machines, que vous devez faire à chaque fois que vous trouvez une nouvelle machine, que vous devez faire à chaque fois que vous réparez un véhicule. Ça peut rendre fou les autres joueurs, mais c'est vraiment très sympa dans une approche plutôt d'un certain catéchisme du futur. Beaucoup de choses. Et la présence de la corruption, c'est pas mal parce que justement, on a tendance à voir la corruption toujours comme étant un truc extrêmement simple. C'est je touche à un artefact, je touche à un machin, il y a un démon. Là, c'est la corruption telle que donc classique, mais aussi par les machines, par l'hérésie, ce que ça peut engendrer. Et c'est cool d'apporter une coloration propre à des gens qui vont jouer des technoprêtres. Et le noosphère, donc l'espèce d'internet, des petites règles pour pouvoir l'utiliser et le contrôler comme il faut, si possible. Et enfin, donc les Endeavors qui sont une transformation en règle de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est-à-dire en fait tous les bonus, les véhicules, les objets, les compagnons que vous avez vus, bah, c'est comment vous pouvez les créer durant votre time off avec des événements qui peuvent arriver, des fabrications d'armes, vos serviteurs, et évidemment le plus rigolo, c'est tous les bugs qui peuvent être engendrés durant vos fabrications. On a aussi quelques endeavors de groupe, mais je trouve que ça veut dire potentiellement jouer avec plusieurs personnages du même Adeptus, et je pense pas que ça arrivera, très honnêtement. Ce qui est rigolo pour moi, c'est jouer des personnages de différentes factions et de faire en sorte qu'ils soient obligés de s'entendre sous l'égide de leur patron. Et enfin, donc, les appendices avec toutes les tables comme il faut, à boire et à manger, et quelques stat blocks pour certains personnages. Une petite feuille de perso qui est juste colorée pour les techno-adeptes. Et nous avons fait le tour avec quelques teasings sur justement les livres qui étaient déjà disponibles pour le diptyque des Inquisiteurs.
Donc voilà, qu'est-ce qu'en pensez évidemment. Donc c'est un peu, pour moi, c'est toujours un peu piégeux parce que je suis pas un très très grand expert de Warhammer 40 000, je ne l'ai jamais caché. Après, de ce que j'en ai lu, c'est vraiment très intéressant pour le joueur. C'est-à-dire qu'un joueur peut acheter ce bouquin, avoir toutes les options qu'il lui faut pour apporter une coloration à son personnage. Il vaut, il me semble, 20 dollars en PDF, donc c'est plutôt pas mal puisque maintenant on arrive à un point où on n'a plus besoin d'acheter des bouquins physiques avec les tablettes, les liseuses, les PC. Donc on peut très bien dire, un MJ peut très bien dire à son joueur, bah écoute, tu dépenses ton PDF à 20 dollars, tu as toutes les options qu'il te faut et tout le monde est content. Et je pense que c'est la meilleure option pour tout le monde. À voir, évidemment, en tant que MJ, je suis plus intéressé par le bouquin côté MJ qui va promettre des scénarios. Et maintenant, pour moi, les scénarios, c'est le nerf de la guerre. C'est aussi la grande force, c'est qu'évidemment, la Detus Mechanicus est peut-être l'une des factions les plus rigolotes de Warhammer 40 000, en tout cas dans l'Imperium, parce que justement, c'est des espèces de prêtres complètement fous qui vénèrent des machines. Donc ça offre au moins une option très originale par rapport à jouer des mecs des rues, par rapport à jouer des gens de la garde impériale. Je pense qu'il y a plus l'esprit un peu farfelu de Warhammer 40 000 qui se retrouve là-dedans, et c'est tant mieux. Donc je pense que c'est un très... Encore une fois, tout dépend qui vous êtes, ce que vous voulez en faire, mais c'est un bon investissement si vous comptez faire des longues campagnes d'Imperium Maledictum pour vos joueurs et que vous savez que vous avez quelques fans de prêtres techno là-dedans. Sinon, évidemment, pour vous, c'est plus à attendre de le prendre en PDF pour l'avoir sous le coude, mais à attendre la partie MJ. En tout cas, en termes purement de ce qui est proposé, de comment c'est mis. Je compare par exemple au Fils de Russe, je sais pas que j'ai lu pour le Wrath and Glory qui m'était tombé des mains. Là au moins j'ai eu l'impression qu'on se moquait pas de moi, qu'on m'expliquait exactement c'était quoi un techno-adepte, comment ça marchait, comment il était spécifique. On me montrait comment utiliser un techno-adepte dans le Mechanized Sector, ce qui est très important puisque c'est là où on joue. Des options à foison évidemment, mais ça bon, à la limite ça me passe un peu au-dessus de la tête, hein, je vais pas mentir. Mais vraiment, et surtout comment l'intégrer vraiment dans Imperium Edictum avec les Endeavors, avec les choses qui apportent leur piquant à l'univers concrètement. Je pense que c'est une très bonne idée ce qu'ils ont fait, le dédoublement. Je pense que Warhammer le classique aurait pu en tirer quelques leçons, et je pense qu'ils n'ont pas tiré les bonnes leçons avec le dédoublage des livres de race. Je pense que c'était un peu une très mauvaise idée, enfin personnellement. C'était juste un peu par la pas du gain, et on sent vraiment qu'Imperium Edictum, c'est le Dark Horse, donc comme disent les Anglais, donc c'est le cheval sur quelle personne parie, enfin bon si parce que ça reste Warhammer 40 000, mais en gros c'est le cheval qui est troisième dans la course et qui va remonter tout le monde. Et je pense qu'il y a de fortes chances que Imperium Edictum, pour moi, va un peu dépasser en termes de gamme, en termes de conception, Warhammer classique, parce que justement ils pensent d'abord à ok, comment est-ce que je peux faire pour offrir des options aux joueurs, comment est-ce que je peux mettre des scénarios sur la table, comment est-ce que je peux rendre toute la structure du groupe cohérente avant de commencer à balancer des suppléments à droite à gauche, avant de ressortir des suppléments sous un autre nom pour Warhammer V4. Et je pense que c'est la grosse erreur de Warhammer V4. Ils avaient commencé au tout début avec les Uber Strike Adventure, avec la bonne initiation, et ils se sont perdus en route en faisant plein de suppléments qui sont très sympas à lire indépendamment, mais qui pour moi, euh, quelque part, satisferont les collectionneurs, mais oublient qu'à la fin, un jeu de rôle, c'est fait pour jouer. Et je pense que clairement, Imperium Edictum a pris toutes les bonnes leçons de Warhammer V4 et s'est dirigé plutôt pas mal. Après, le problème, c'est la relecture. Le bouquin en l'état, c'est insultant. C'est vraiment des exemples que j'ai pu lire un peu dans le bouquin, sur les Discord, ils n'ont pas fait leur boulot, il n'y a pas de relecture. Donc, c'est chiant d'acheter de vous dire, je vais pas vous dire d'acheter un bouquin qui pour l'instant ne marche pas, quoi, simplement. Donc patientez, attendez de voir, regardez les errata. J'espère, je suis pas sûr. Et encore une fois, attention, je suis même pas sûr, hein, mais attendez de voir le bouquin quand il sera sorti en physique. Moi, je l'achèterai pas, hein, mais attendez de voir un petit peu ce qui va se produire avant d'acheter pour être sûr que tout ça a été un peu corrigé. Sinon, et c'est dommage. En plus, ça fait tâche parce que Inquisiteur était pas, enfin, le guide des inquisiteurs était pas si mal, donc je sais pas où ils ont un peu chié dans la colle et c'est très dommage. Donc, en tout cas, voilà, c'était le guide du joueur pour Imperius Mechanicus, donc pour Imperium Edictum, qui arrivera en français, j'espère un jour. Et je vous souhaite une excellente année et puis à très bientôt. Allez, salut!